Avec vous, je propose une réflexion sur l'imagination. Dans le temps qui nous est imparti, je me centrerai sur les analyses de Descartes à propos de cette expression que l'on entend et que l'on peut lire sous la plume de Malebranche, l'imagination folle du logis. Que nous dit Descartes? En quoi est-ce qu'il nous aide à penser l'imagination, qui est d'abord appréhendée comme une forme de force un peu obscure, et qui nous empêcherait d'être véritablement libres, puisque l'imagination nous conduit à éprouver des sentiments sans commune mesure avec ce qui est réel. L'imagination nous conduit à nous enfermer peut-être aussi dans nos représentations, éventuellement aussi à prendre nos désirs pour des réalités, et de ce faisant à avoir un rapport inadéquat au monde et à nous-mêmes. Et donc il y aurait une forme de servitude qui aurait l'imagination pour cause. Cette représentation suppose en quelque sorte que je suis le jouet d'une faculté qui est en moi sans être tout à fait moi, puisque si elle était véritablement en moi, je serais souverain et elle ne pourrait pas se jouer de moi. Donc il y a en quelque sorte ce fait, on pourrait dire, anthropologique, d'une forme d'opacité, d'obscurité, par laquelle j'éprouve une certaine servitude. Et il y aurait lieu de chercher à s'arracher cette servitude, et ce que développera aussi Spinoza, l'idée d'une forme de conversion pour passer de cette servitude, de cette passivité à l'égard de l'imagination à une activité qui est véritablement rationnelle et libre. On peut dire que les analyses de Descartes s'inscrivent dans ce contexte et en même temps nous aident à porter, on pourrait dire, un regard un peu neuf sur cette question. Descartes n'ignore évidemment pas le fait qu'il y a une part d'opacité, d'obscurité, et que dans une large mesure, je suis toujours en situation d'être servile. Mais en même temps, il ne peut pas retenir l'idée que l'imagination est une faculté qui me soumettrait. L'imagination n'est pas à penser comme une force qui aurait une emprise sur moi et dont je serais le jouet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en fait adopter cette grille de lecture véritablement? Parce que au fond, je me découvre comme sujet pensant à travers l'expérience radicale et fondatrice du doute, de sorte que l'expérience primordiale qui me conduit à m'apercevoir que je suis, c'est l'expérience d'une révocation des représentations elles-mêmes, ou d'une révocation, plus exactement, de ce qui peut être associé aux représentations. Je peux douter de tout, je peux supposer que tous mes énoncés sont faux, je découvre par là même que je suis moi qui doute, je suis cet acte par lequel je peux révoquer comme fausses mes représentations et mes énoncés, et aucune force ne peut me faire croire que je ne suis pas, alors que même je doute que je suis. Il y a en quelque sorte un point principiel qui est cet acte par lequel je m'aperçois de moi-même. Il est éprouvé et il est de fait radicalement libre. Je ne peux pas être victime de mes présentations
parce qu'il m'est toujours loisible de les révoquer en doute. Et donc ce principe eh bien, est tel qu'il n'est pas possible de penser une faculté qui se jouerait de moi sans moi. Parce que dès lors que je prête attention, eh bien, je peux suspendre le lien entre l'idée et ce dont elle est l'idée. Dès lors que je prête attention, je peux me mettre à distance de ce qui m'affecte. Et donc, à cet égard, on peut dire qu'il y a comme une sorte de mise en abîme. Je suis toujours en deçà, peut-être même au-delà, de cette manière, selon le point de vue de ce qui agit sur moi. Je ne peux, en dernière analyse, jamais être le jouet de quoi que ce soit, puisque fondamentalement, j'ai cette puissance inaugurale et en même temps toujours présente de la révocation en doute et de la mise à l'écart de moi-même. Donc, en d'autres termes, ce qui advient dans l'expérience du doute, c'est la découverte de la différence entre sujet et objet, qui est en fait différence entre activité et passivité, d'une certaine manière. Je découvre que je suis actif en tant que je pense. Être sujet, c'est être un acte, pas une substance, pas une chose sur laquelle d'autres choses pourraient agir. Donc je suis sujet en tant que je pense et en tant que je pose l'acte de penser. Donc je ne peux pas être affecté en tant que je pense du même point de vue, sous le même rapport. Les objets, c'est ceux que je vise par ma pensée. Et en ce sens, dans la mesure où ils sont visés par ma pensée, objectum, jeté devant, corrélat de ma visée, eh bien, il m'appartient de les viser, de ne pas les viser. Et il m'appartient aussi de les articuler entre eux à ma guise, en quelque sorte. Donc, si je prends au sérieux cette réalité, c'est-à-dire une sorte d'auto-révélation de soi à soi dans le doute qui donne lieu au cogito, si je prends ça au sérieux, alors je ne peux pas faire comme si j'étais le jouet d'une faculté. Donc, en même temps que je découvre la certitude de mon existence, je découvre ma liberté principielle. Par conséquent, je ne peux pas, sauf peut-être par mauvaise foi, me considérer comme le jouet d'une faculté. Et c'est ce qui est confirmé par la réflexion sur l'acte de pensée. Finalement, si je prends un peu de recul sur cette fondation, on pourrait dire, je peux me demander, mais au fond, qu'est-ce que penser ? Eh bien, Descartes répond dans l'article 9 de la première partie des Principes de la philosophie, penser, c'est s'apercevoir de tout ce qui se fait en nous. Tout ce qui se fait en nous, de sorte que je m'en aperçois immédiatement par moi-même. Voilà ce que j'appelle penser. Tout ce qui se fait, en l'occurrence en moi, de sorte que je m'en aperçoive par moi-même. Et ainsi, je peux considérer que concevoir, c'est penser, mais aussi vouloir, c'est penser, puisque ça se fait en moi, de sorte que je m'en aperçois par moi-même. Mais aussi sentir, c'est penser, puisque une sensation dont je ne m'aperçois pas, ce n'est pas une sensation, c'est juste une altération physique, physiologique. Mais aussi, dit-il, imaginer, c'est penser, puisque cela se fait en moi, de sorte que je m'en aperçoive immédiatement par moi-même. Donc, en ce sens, on voit bien ici que cette approche de pensée, qui est très large, tout ce qui se fait en moi de sorte que je m'en aperçoive immédiatement par moi-même, cette approche de la pensée, eh bien, elle transforme, on pourrait dire que ce qui caractérise la pensée, c'est de transformer le passif en actif. Tout ce qui se fait en moi de sorte que je m'en aperçoive immédiatement par moi-même. Donc ça se fait en moi, donc une sensation peut-être, mais si c'est une pensée, c'est que je m'en aperçois immédiatement par moi-même. Donc transforme le passif en actif, et aussi le propre de la pensée, c'est à cet égard l'immédiateté.
Cela se fait en moi, mais je m'en aperçois immédiatement par moi-même. Donc, la pensée ici n'a pas besoin du détour d'autre chose qu'elle-même sous ce rapport. C'est-à-dire que je m'aperçois sans avoir besoin de recourir à autre chose que la faculté de s'apercevoir. Donc il y a une activité, une certaine immédiateté de la pensée qui, de ce fait, évidemment, est aux antipodes du schéma selon lequel je serais passif et vulnérable à ce qui n'est pas moi. Donc, si imaginer c'est une manière de penser, eh bien, la conséquence, c'est que j'en suis le maître. Imaginer, c'est une façon de penser. Et penser, voilà, donc ce qui se fait en moi, de sorte que je m'en aperçois immédiatement par moi-même. Donc, imaginer, c'est penser. Et on pourrait dire que là, en quelque sorte, ce que je viens de dire opère un renversement du point de départ, c'est-à-dire l'idée que je serais le jouet de l'imagination et qu'il y aurait une véritable ou une possible servitude à l'égard de ce qui se joue de moi. Bon. Mais en fait, non, il n'y a pas de servitude à l'égard de ce qui se joue de moi. Je suis maître de ma pensée, je doute de tout, je suis libre et donc je ne peux pas penser l'imagination comme ce qui se joue de moi. Mais vous pourriez me dire, ce renversement est un peu facile. Peut-être que, à la limite, ce renversement n'est qu'une affirmation un peu gratuite. Comment comprendre? Et on pourrait objecter, mais c'est bien gentil de dire que je suis maître de mon imagination parce que imaginer, c'est une manière de penser, et penser, c'est toujours en mon pouvoir. C'est bien gentil. Parce que, malgré tout, il y a quand même une réalité, c'est que ma pensée vogue nonchalamment. Il y a bien une réalité, c'est que j'imagine sans être véritablement l'auteur du fait même d'imaginer. Othello qui imagine que Desdémone le trompe, c'est quelque chose qui l'envahit, mais ce n'est pas l'objet d'un dessein. Il n'y a pas d'intentionnalité ici du tout, au sens courant, du moins intentionnel. Ce n'est pas volontaire. Je veux dire, en ce sens que les plus grandes figures de l'imagination, pensez au fantastique, à Charles Nodier, à Hoffmann, etc., ou au conte, à la fable, à Perrault, ainsi de suite. Les plus grandes figures de l'imagination, on peut penser à Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe, l'épisode de Sylphide, qui imagine après avoir croisé cette femme dans un couloir, etc. Donc les plus grandes figures de l'imagination sont justement des figures, on pourrait dire, qui relèvent de l'affectivité, d'un entre-deux entre l'inconscience et la conscience. Et donc il y a bien là une réalité qui est involontaire. Et on pourrait dire que le renversement que j'ai signalé à l'instant suppose une conception de la conscience qui serait une conscience réduite à l'attention, une conscience qui est toujours conscience d'objet, une conscience maîtresse d'elle-même. Or, l'expérience de l'imagination nous montre qu'il y a peut-être des degrés de conscience différents et que la conscience, elle n'est pas nécessairement conscience d'objet, nécessairement avertie d'elle-même, nécessairement attentive, et que précisément c'est dans cet entre-deux que se glisse l'imagination. Qu'il y a une sorte là de passivité du sujet qui en même temps n'est pas totalement inconscient et qui se laisse prendre par des affects qui génèrent des images, qui occasionnent d'autres images dans un flux, dans un fondu qui lui-même occasionne des affects. Bien. Mais est-ce que Descartes ignore cela? La réponse est évidemment non. Enfin, il n'y a aucune raison pour que Descartes ignore cela, que Descartes ignore que l'imagination, elle correspond aussi à une expérience d'une certaine vulnérabilité, une expérience dans laquelle il y a un clair-obscur, un entre-deux, dans lequel ce que j'éprouve se mêle avec ce que je perçois. Un entre-deux dans lequel ce que je me représente en l'absence d'un donné empirique rejaillit sur ce que je perçois en présence de ce donné empirique. Descartes n'ignore absolument pas cela. Et il n'ignore tellement pas cela qu'il y consacre un texte tout entier qui s'intitule « Le traité des passions de l'âme ». Et dans le traité des passions de l'âme, justement, Descartes fait valoir, notamment dans l'article 26, que les imaginations, dit-il, il y a peut-être lieu justement de distinguer
à cet égard le pluriel du singulier. Mais les imaginations, eh bien, ce sont des véritables passions de l'âme, dit-il. Les imaginations, ce sont des passions de l'âme, c'est-à-dire que je suis conscient d'un affect dont je ne suis pas l'auteur. Le corps est ému et par conséquent mu, et ce patior, ce passif, cette émotion du corps occasionne un fait de conscience. Et cet émoi du corps qui occasionne un fait de conscience, il existe le plus évidemment à partir de la perception. Je perçois le feu et cela me fait peur, par exemple. Mais ce que montre Descartes, c'est que ce que je perçois subsiste en moi, par le mécanisme des esprits animaux, avec le cerveau, etc. Mais ça subsiste en moi de sorte que la résonance affective, elle se prolonge au-delà de la perception. Et donc, je suis affecté par ce qui touche mon corps de manière involontaire, même en l'absence de ce qui a pu susciter ces affects. Et ça, ce sont les imaginations, qui en tant que telles sont de véritables passions de l'âme. Article 26 du traité des passions de l'âme. Mais si justement ce sont de véritables passions, c'est-à-dire qu'on est dans l'ordre ici du passif, de la passivité, de ce qui est subi, et qui donc va à l'encontre de cette maîtrise d'un sujet qui a l'initiative du doute, d'un sujet qui peut toujours se mettre à l'écart de lui-même, se prendre lui-même pour objet, et se prendre lui-même pour objet en tant qu'il se prend pour objet, de manière, on pourrait dire, abyssale, à l'infini. Non, je suis incarné, je suis affecté par ce qui m'entoure, et ce qui m'entoure me frappe alors même qu'il n'y a plus la présence de ce qui m'avait frappé auparavant. Notre pensée, dit-il, dans ce magnifique article 26, notre pensée erre nonchalamment sans s'appliquer à rien d'elle-même, de soi-même. Donc il n'y a pas, comme elle erre nonchalamment sans s'appliquer à rien de soi-même, on voit bien ici que c'est l'inverse de l'attention. Et vous savez à quel point Descartes accorde une grande importance à l'attention, qui est le contraire de la précipitation. L'attention qui permet de se libérer de l'erreur. Eh bien, dans l'imagination, notre pensée erre nonchalamment, sans prêter attention à rien d'elle-même, et donc on a la figure inversée de la maîtrise. D'où problème. Comment concilier ces deux idées qui, prises séparément, ont leur légitimité? D'une part, je ne peux pas dire que l'imagination se joue de moi, parce qu'en fait, rien ne se joue de moi parce que je suis conscient. Et étant conscient, je peux toujours douter de ce qui m'affecte. Je peux toujours suspendre mon jugement. Donc je suis maître, en quelque sorte. Et d'autre part, l'expérience me montre que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a une part d'opacité, d'obscurité, d'engagement dans le sensible par mon incarnation, tel que je suis encore affecté, alors même que l'objet qui s'était présenté a disparu. Et donc, comment comprendre? Eh bien, on peut dire que l'imagination, ce qui apparaît là, c'est que l'imagination, elle est à la jonction, on pourrait dire, à la frontière entre ce que je subis et ce que je pense, entre le fait d'être affecté et le fait d'avoir des objets de conscience. Il n'y aurait pas d'imagination, ce que nous montre Descartes, il n'y aurait pas d'imagination si j'étais un esprit pur. C'est ce qu'il redit aussi dans la 6e méditation. En quelque sorte, quand je me considère moi-même uniquement à partir de ma faculté de penser, au sens d'une faculté qui là est pris dans un sens plus étroit que le verbe penser défini tout à l'heure, penser au sens de concevoir des idées pures. Si je me considère sous l'angle de la pure conception, l'imagination ne me constitue pas. Si je n'étais qu'un esprit, je n'imaginerais pas. Et donc, en ce sens, on peut dire que j'imagine parce que je suis un être corporel.
Ce qui veut dire que, en fait, le problème que nous soulevons, comment concilier la liberté fondée sur la pensée avec la passivité, la vulnérabilité dont l'expérience de l'imagination est le signe, est un des signes en tout cas, eh bien, on peut peut-être concilier, ou en tout cas chercher à voir clair, en pensant le statut du corps et le statut de mon rapport au corps. En d'autres termes, l'imagination nous renvoie à un questionnement sur le corps. Et pour y voir clair, eh bien, on peut justement essayer de comprendre ce qu'est le corps. Donc je vous donne une première approche qui va se révéler peut-être insuffisante et nous renvoyer à une seconde. Qu'est-ce qui, en fait, caractérise le corps et tout corps? Quand je m'efforce de ramener le corps à une idée claire et distincte, je vais mettre entre parenthèses ce qui n'est ni clair ni distinct, c'est-à-dire les qualités sensibles, les qualités que j'éprouve, les qualités que je ne peux saisir qu'en tant que je les éprouve, qui donc ne sont pas des idées claires et distinctes. Vous vous souvenez évidemment de la page célébrissime de la deuxième méditation sur le morceau de cire. Donc, qu'est-ce qui est clair et distinct? Qu'est-ce qui est l'identité du corps? Cette page sur le morceau de cire, en fait, pose la question de l'identité du corps, sous l'angle de l'être et sous l'angle du connaître. Quelle est l'identité du corps et comment est-ce que je connais l'identité du corps? Je dis que c'est le même morceau de cire, après et avant qu'il ait été approché de la flamme. Mais d'où vient son identité et comment est-ce que je la connais? Bien, au terme de l'analyse, ce qui apparaît, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'identité du corps, c'est ce qui subsiste, quelles que soient ses formes, les formes qu'il prend, quels que soient les accidents qui le déterminent. Qu'est-ce qui demeure? Eh bien, ce qui demeure, c'est que le corps est portion de l'étendue. Quoi qu'il puisse arriver au morceau de cire, il sera toujours longueur, largeur et profondeur. Donc, le corps, clairement et distinctement, on pourrait dire son identité, c'est d'être portion de l'étendue. Et comment est-ce que je le connais? Comment est-ce que je connais le corps en tant que portion de l'étendue? Eh bien, ce n'est pas par les sens, puisque les sens me mettent en présence justement de ce qui change et qui n'est pas essentiel. Est-ce que c'est par l'imagination, c'est-à-dire la capacité de se représenter des images sensibles en l'absence même, peut-être, d'un donné? Non, ce n'est pas par l'imagination, ça ne suffit pas, parce que l'imagination me fait embrasser quelques formes que le corps peut prendre. Mais l'imagination ne me donne pas la connaissance synthétique de l'idée d'étendue. Donc, il faut dire que c'est par une autre faculté, par la faculté de concevoir, c'est-à-dire la faculté de se représenter une idée pure de tout élément sensible, que je connais l'identité du corps. Je connais l'identité du corps, c'est-à-dire je me représente l'idée d'étendue par une faculté qui n'est pas l'imagination. Donc, on a ici le paradoxe peut-être, c'est que l'idée claire et distincte du corps ne suppose pas en tant qu'idée l'imagination. Ce qui est peut-être paradoxal, parce que justement, on a dit plus haut que l'imagination, elle n'advenait que par la relation au corps. Donc le paradoxe est assez clair ici, peut-être. Bon. Dans ces conditions, on pourrait dire que si l'imagination ne joue pas de rôle pour me faire connaître l'idée d'étendue, alors même que le corps est portion de l'étendue, on pourrait conclure qu'en fait, eh bien, l'imagination ne sert à rien pour connaître. On pourrait conclure que l'imagination ne sert à rien pour connaître. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que ce que nous montre Descartes, c'est que peut-être que l'idée d'étendue n'a pas besoin de l'imagination pour être conçue. Longueur, largeur et profondeur, c'est d'une certaine manière intelligible in abstracto. En revanche, pour bien entendre et bien comprendre ce qu'est le fait d'être étendu pour un corps singulier, eh bien là, j'ai besoin d'une faculté de représentation sensible.
Ce qui veut dire que l'imagination n'est pas inutile. Dans une lettre à un certain Morus, Descartes insiste sur le fait que l'imagination, l'objet d'imagination, c'est la figure. L'objet d'imagination, c'est l'étendue. Et tout ce qui est étendu, non pas l'idée d'étendue en tant qu'idée, mais ce qui est étendu est objet de l'imagination. Et dès lors, si je veux donc bien comprendre, pas l'idée in abstracto d'étendu, mais avoir une approche de ce qu'est le fait d'être étendu, à ce moment-là, il faut que je recours à l'imagination. Mais comment comprendre l'imagination dans ce contexte? Eh bien, l'imagination dans ce contexte, c'est une façon de penser, mais qui a quelle particularité? Une façon de penser qui consiste, pour l'esprit, à prêter attention aux réalités corporelles. Une façon de penser par laquelle je m'applique à la considération des figures. Je m'applique à la considération de ce qui est étendu. Dans la 12e règle pour la direction de l'esprit, Descartes appelle imagination quelque chose qui n'a rien à voir d'abord avec l'activité de l'esprit. Il appelle imagination corporelle. Imagination corporelle, ce sont les traces laissées dans le cerveau par les sensations et les perceptions. D'abord par les sensations. Les traces laissées dans le cerveau par les sensations. Il prend l'exemple de la plume qui écrit sur le papier, et en haut de la plume, il y a des formes qui se dessinent dans l'espace. Et donc les sens, ils sont en prise directe avec le donné, et par les nerfs, il y a des formes, comme le haut de la plume, qui se dessinent dans notre cerveau. Et donc il y a des impressions qui sont durables à partir des sens. Donc ce qu'il appelle l'imagination corporelle. Mais dans la même règle 12, le paragraphe suivant, Descartes oppose donc à cette force d'impact sur moi des réalités corporelles, il oppose à cette force du corps la force de l'esprit. L'esprit est une force, donc il y a une force contre une force, on pourrait dire. L'esprit est une force active qui connaît. Et là, il insiste à nouveau sur le fait qu'il n'y a qu'une seule force connaissante, il n'y a qu'un seul esprit qui connaît. Il n'y a qu'un seul esprit qui connaît. C'est le développement de l'idée de départ. L'esprit est une lumière qui éclaire ces objets. Donc la lumière, elle éclaire ces objets, mais elle n'est pas différenciée elle-même par les objets qu'elle éclaire. C'est toujours la même lumière qui éclaire les objets. Donc il n'y a qu'une force connaissance, il n'y a qu'un seul esprit qui éclaire ces objets. Mais cet esprit, cette force connaissante, elle peut s'appliquer à différents objets. Donc si l'esprit s'applique à une idée pure, on va l'appeler conception. Mais si l'esprit s'applique à des représentations sensibles, à des objets qui eux-mêmes sont sensibles, et qui ne sont pas un donné brut, on appellera l'esprit imagination. Donc en d'autres termes, le mot imagination a plusieurs sens. Il désigne les traces laissées par le corps, par l'expérience sensible dans le corps et dans le cerveau, imagination corporelle, que les animaux ont en partage, et qui peut donner des jeux d'association réflexes, permettant un comportement pertinent dans différentes situations, imagination corporelle. Mais le mot imagination, c'est aussi le nom, il insiste sur cette idée de nom, c'est le nom que l'on donne à l'esprit en tant qu'il s'applique au corps. L'esprit en tant qu'il s'applique au corps est donc appelé imagination. Et il a, en tant que tel, un certain rôle dans la connaissance. En un mot, on pourrait dire que l'esprit qui s'applique à la considération des corps au sens ici de figure, c'est l'imagination. C'est, on pourrait dire, une transformation du passif en actif. Là où, lorsque j'éprouve, je suis purement passif, lorsque je considère le corps, eh bien, je m'applique à une réalité sensible en devenant maître. Application de l'esprit.
attention de l'esprit à un corps. Donc, en d'autres termes, ce que nous dit Descartes, c'est que, en fait, il y a plusieurs façons de penser, l'imagination en est une, et elle se distingue surtout par l'objet auquel l'esprit s'applique. Ce qui constitue l'imagination ici, c'est pas d'être une faculté à part entière, puisqu'il n'y a qu'une seule vraie faculté, c'est l'esprit connaissant. Mais ce qui caractérise ou distingue l'imagination de la conception, c'est l'objet auquel l'esprit s'applique. Et en conséquence, on pourrait dire que la limite de l'imagination, elle tient à la limite de l'objet lui-même, mais pas à la limite de l'esprit qui s'applique à l'objet. C'est ce que nous dit la méditation 6. C'est que, à propos du Kil-yogone et du Mir-yogone, si je considère, j'applique mon esprit à la considération d'un cercle ou d'un carré, j'en ai une appréhension claire et distincte. Je ne vais pas confondre le carré et le cercle. Mais si j'applique mon esprit à un polygone à 1000 côtés, à ce moment-là, il faudra que je compte tous les côtés, puisque j'applique mon esprit à une figure donc, qui est étendue. Donc, comme la figure est étendue mais complexe, je ne peux pas l'embrasser. Et je n'en ai pas une intelligence synthétique. Donc, la limite, il faut dire que ça tient à une limite d'extension. Parce que l'imagination, elle appréhende en extension, puisqu'elle se rapporte à la figure. Mais encore une fois, la limite, elle tient à la nature de l'objet auquel l'esprit s'applique, et non pas à l'esprit lui-même. C'est justement parce que c'est le même esprit que je peux passer d'une approche en extension, qui est le propre de l'imagination, à une approche en compréhension, qui est le propre de la conception. Au lieu de compter les carrés un par un, les côtés un par un, je vais concevoir l'idée de 1000 côtés, qui est beaucoup plus simple, évidemment, que la considération de l'étendue. C'est une manière de comprendre ce que je viens de dire, comprendre l'imagination. C'est une application de l'esprit à la considération des corps. Bien. Et cette manière de comprendre l'imagination, elle permet de justifier à la fois la dimension d'activité de l'esprit et la dimension d'un rapport au sensible, d'un rapport à une réalité dont je ne suis pas l'auteur, puisque c'est sensible, puisque ça vient à moi. Mais on pourrait objecter, et c'est par là que je vais terminer, on pourrait objecter que cette approche de l'imagination, elle intègre, elle prend acte du rapport au corps, mais en fait, elle ne considère le corps que comme un objet auquel je m'applique de l'extérieur. Et parmi ces objets, parmi ces corps qui sont des objets, il y en a un qui a un statut particulier puisque c'est mon corps. Mais lorsque Descartes analyse dans la 6e méditation l'imagination comme l'esprit qui s'applique au corps, eh bien, il ne donne pas de statut particulier au corps propre, puisque ce corps auquel je suis joint, c'est en lui que je considère les objets. Mais il est encore envisagé comme un objet, c'est-à-dire quelque chose par rapport à quoi je suis distinct et distancié. Donc, on pourrait dire que c'est un peu trop facile, puisque si on pense le corps comme objet, eh bien, on se dispense de faire droit à ce que j'éprouve en tant que je suis corporel. En tant que j'ai un corps propre, j'ai mal, je souffre, je suis ému, je désire, je fantasme, etc. Là, on a une part d'obscurité qui fait qu'on n'a plus cette liberté de considérer un objet jeté devant, même étendu, etc. Donc, comment comprendre cette réalité ? Eh bien, Descartes ne laisse pas cela de côté non plus. Simplement, il va souligner le fait que, en tant que j'éprouve, je suis effectivement tout un, à la fois corps et âme. Et la difficulté, c'est que ce n'est pas parce que j'éprouve que je vais devoir lâcher du terrain sur ma liberté. Il y a une part de passivité, il y a une part d'obscurité, il y a une part d'involontaire, certes, mais ce n'est pas parce que je suis embarqué dans cette épreuve du corps subjectif que je vais lâcher du terrain sur ma liberté, puisqu'elle m'a été révélée, je me la suis révélée à moi-même par l'expérience du cogito. Donc, je dois pouvoir redevenir maître de ce que j'éprouve, mais là,
dans la mesure où le corps n'est pas un objet, il n'y a pas 36 solutions. En d'autres termes, je dois pouvoir devenir maître de ce que j'éprouve en me faisant éprouver autre chose. Ce n'est pas une pensée qui va pouvoir chasser une pensée. Si je suis envahi par une obsession, si je suis envahi par des images que je ne voudrais pas avoir, ce n'est pas par un vœu pieux que je vais pouvoir redevenir maître de moi. Mais je vais pouvoir redevenir maître de moi en assumant le fait d'avoir un corps propre, en assumant le fait d'être engagé sensiblement. C'est-à-dire que je vais me faire sentir quelque chose. Je vais susciter une passion qui, à son tour, suscitera des images contraires de celles que j'ai avec la passion indésirable. En d'autres termes, parce que je suis corporel, je n'en suis pas moins libre. Mais parce que je suis corporel, ma liberté, elle s'incarne. Et à ce moment-là, elle passe par la médiation de la passion. Et donc je redeviens, en quelque sorte, maître de mon imagination par ce que j'éprouve, mais médiatement par une passion dont je suis paradoxalement l'auteur. Et donc, en ce sens, on peut dire que l'analyse de Descartes nous invite à ne jamais transiger avec la liberté, ne jamais considérer que je suis le jouet d'une faculté, mais à penser cela à partir d'une certaine intelligence du rapport au corps qui culmine dans une intelligence de l'incarnation. Merci. Avant de prendre le temps d'examiner de près un petit extrait de texte de Descartes et de voir un peu comment les élèves eux-mêmes peuvent le comprendre, le situer par rapport au sujet que nous traitons ce matin, je me tourne vers mes élèves ici à Sèvres qui ont peut-être le courage de formuler leurs questions. Je sais qu'ils sont 2 ou 3. Je voulais savoir si vous pouviez expliciter un petit peu plus à la fin quand vous nous avez parlé de si on avait des représentations dues à l'imagination un peu envahissantes comme des obsessions et ce genre de choses. J'ai pas très bien compris comment on pouvait s'en débarrasser. J'ai compris que c'était en rapport avec la corporalité, mais est-ce que vous pourriez approfondir? Oui. Donc se libérer de représentations imaginaires, obsédantes. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe et je ne prétends pas épuiser le sujet, mais une des clés que nous donne Descartes, c'est que ce qui nous envahit, les images qui nous viennent, elles ne sont pas sans cause et elles sont associées à des affects et associées aussi à des impressions laissées en nous par ce que nous avons vécu. En d'autres termes, nous imaginons à partir de ce que nous percevons et aussi à partir de l'effet en nous de ce que nous percevons et de ce que nous avons perçu. Donc si on peut identifier justement des rapports de cause à effet, ça veut dire que je peux susciter des situations, susciter des affects qui vont générer d'autres images. Voilà, donc l'imagination, elle n'est pas comme ça éthérée, mais elle est enracinée dans l'ordre de l'affectivité. Donc par conséquent, je peux me faire imaginer autre chose en me faisant éprouver autre chose. Donc en me mettant moi-même dans un autre contexte, et peut-être en agissant sur le corps, etc. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir, en dehors de comprendre ce qui est étendu, à quoi me sert mon imagination ? En fait, à quoi me sert l'imagination? On pourrait renverser en disant que c'est moi qui m'en sers, puisque l'imagination, elle apparaît en tant que je m'applique à la considération des corps. Donc, en ce sens, on pourrait dire que c'est à moi de décider ce à quoi elle va me servir, en fait. Et donc, comme il y a là une puissance, justement, peut-être créatrice, une puissance de débordement du donné, elle peut être l'occasion justement de produire un monde qui serait au-delà de ce monde, un monde imaginaire. Mais à partir du moment où je renverse la logique, c'est-à-dire pas tellement à quoi elle me sert, mais à comment je m'en sers, on est dans une logique de maîtrise, et ce qui fait que elle peut me servir justement en retour à éprouver ce que je voudrais éprouver. Enfin, ça fait système. J'imagine à partir de ce que j'éprouve, et ce que j'imagine m'occasionne aussi des affects. Et donc, elle peut jouer un rôle dans ce système de maîtrise éthique de soi.
Je voudrais maintenant que nous passions à une séquence un peu particulière, c'est une innovation. J'ai demandé à 2 de mes élèves de préparer une petite explication d'un texte que nous allons découvrir. Il y a à mes côtés Pierre Famechon, qui est un élève dans ma classe terminale littéraire, et de l'autre côté, sur la droite, Estelle. Bonjour à Yassi, voilà. Très heureux de se faire écouter depuis la Roumanie, et puis bonjour à tout le monde. Donc nous allons expliquer la méditation 6e de Descartes, qui s'appelle de l'existence des choses matérielles. Donc dans sa méditation 6e, Descartes nous parle de l'existence des choses matérielles en nous posant 2 grandes remarques. Donc je propose de lire tout d'abord cette première diapositive. Donc, et pour rendre cela très manifeste, je remarque premièrement la différence qui est entre l'imagination et la pure intellection ou conception. Par exemple, lorsque j'imagine un triangle, je ne le conçois pas seulement comme une figure composée et comprise de 3 lignes, mais outre cela, je considère ces 3 lignes comme présentes par la force et l'application entière de mon esprit, et c'est proprement ce que j'appelle imaginer. Donc au début de sa méditation, Descartes, dans un premier temps, distingue 2 choses, l'imagination et l'entendement. Il utilise d'ailleurs le mot manifeste au début de sa phrase pour rendre les choses plus claires, pour mettre les choses vraiment au clair. Donc il s'intéresse à l'imagination en nous donnant l'exemple de visualiser un triangle. Donc c'est comme si, là devant vous, je vous demandais tout le monde de fermer les yeux et d'imaginer un triangle. Et ce triangle, quand on le visualise, on se représente une image de notre esprit. Et il y a une certaine volonté de chaque être humain à rendre la chose imaginée, présente devant nous. Et Descartes dit de ces trois lignes, celui du triangle, comme présente par la force et l'application intérieure de mon esprit. Donc, en quelque sorte, dans ces premières lignes, Descartes veut nous montrer la puissance que peut avoir l'imagination sur notre esprit. Que si je veux penser à un chiliogone, je conçois bien à la vérité que c'est une figure composée de 1000 côtés, aussi facilement que je conçois qu'un triangle est une figure composée de 3 côtés seulement. Mais je ne puis pas imaginer les 1000 côtés d'un chiliogone comme je fais les 3 d'un triangle, ni, pour ainsi dire, les regarder comme présents avec les yeux de mon esprit. Descartes nous montre que l'imagination a une certaine limite, des limites d'extension, vu qu'on ne peut pas imaginer une figure comme un chiliogone qui est composé de 1000 côtés. Mais il nous est possible, en revanche, de le concevoir, comme il est aussi facile de concevoir un triangle. Et pourtant, on ne peut pas se le représenter comme les 3 côtés du triangle. Donc, c'est en cela qu'il y a les limites de l'imagination. Une figure trop étendue et trop complexe, on ne pourra que percevoir quelque chose de flou et même ne rien percevoir du tout. Donc il nous est impossible de se le représenter, mais possible de le concevoir dans l'idée, prouvant ainsi la puissance de l'entendement par rapport à la faiblesse des sens, car imaginer est un acte qui fait appel à une forme de perception. Donc on remarque que l'imagination ne s'applique qu'avec la nature de l'objet auquel elle doit s'appliquer. Et quoique, suivant la coutume que j'ai de me servir toujours de mon imagination, lorsque je pense aux choses corporelles, il arrive qu'en concevant un chiliogone, je me représente confusément quelques figures. Toutefois, il est évident que cette figure n'est pas un chiliogone, puisqu'elle diffère nullement de celle que je me représentais si je pensais à un myriogone ou quelque autre figure de beaucoup de côtés. Qu'elle ne sert en aucune façon à découvrir les propriétés qui font la différence du chiliogone avec les autres polygones. Quand on est plus petit, on utilise beaucoup plus souvent notre imagination, et même pratiquement tout le temps. On se construit des mondes à part, on s'invente des amis imaginaires, etc. Et quand on grandit, c'est toujours la même chose, mais on ne sert pas notre imagination, on se sert encore de notre imagination sans pouvoir l'arrêter en fait. Les philosophes, eux, préfèrent concevoir plutôt que d'imaginer. Et c'est ce que Descartes veut nous montrer. On ne peut pas imaginer le chiliogone et essayer de l'imaginer,
Oula, pardon, je recommence. On ne peut pas imaginer le kilyogone, et essayant de l'imaginer, on peut se représenter une figure tout autre, un autre polygone, qui n'a rien à voir avec ce kilyogone qu'on souhaite imaginer. Et Descartes ne prend pas seulement le cas du kilyogone, il nous parle aussi du myriogone. On ne peut pas non plus imaginer un myriogone, par exemple. Car Qu'est-ce que c'est un myriogone? un myriogone, c'est une figure qui a beaucoup de côtés, en fait. Combien? 10 000 côtés, merci. 10 000 côtés. Donc on ne peut pas imaginer un myriogone non plus, parce qu'il y a trop de dailles et par conséquent on ne perçoit rien. En raison de cela, l'imaginaire n'arrivera jamais à sortir de la confusion, et on ne pourra jamais se représenter un kilyogone comme on le fait pour le triangle. Et voilà. Descartes nous dit que pour comprendre, il suffit juste de... Je recommence, excusez-moi. Descartes nous dit que pour comprendre, il suffit juste de concevoir. Ensuite, que s'il est question de considérer un pentagone, il est bien vrai que je puis concevoir sa figure, aussi bien que celle d'un chiliogone, sans le secours de l'imagination. Mais je la puis aussi imaginer en appliquant l'attention de mon esprit à chacun de ses 5 côtés, et tout ensemble à l'air ou à l'espace qu'il renferme. Ainsi, je connais clairement que j'ai besoin d'une particulière contention d'esprit pour imaginer, de laquelle je ne me sers point pour concevoir, et cette particulière contention d'esprit montre évidemment la différence qu'il y a entre l'imagination et l'intellection ou conception pure. Donc, la conception concerne tous les chiliogones, les triangles ou encore les pentagones. Alors que l'imagination se focalise... non, la conception... Oui, c'est ça. Alors que l'imagination ne peut pas se focaliser sur certains détails. Ici, Descartes nous parle d'un pentagone en nous disant qu'il arrive à le concevoir sans l'imaginer. Mais on peut le voir en se focalisant, grâce à l'intention de notre esprit, comme dit Descartes, sur des détails comme l'aire d'un pentagone ou encore ses 5 côtés. Descartes nous dit clairement que pour imaginer, il faut une force d'esprit, alors que pour concevoir, il ne s'en sert pas. Cela nous permettrait de connaître la tension des facultés intellectuelles appuyées sur l'objet en question et différencier donc l'imagination de la conception pure, ou l'entendement. Monsieur Lepi, est-ce que vous pourriez aider nos deux philosophes qui débutent comme ça leur découverte de Descartes? Donc je mettrai l'accent sur un mot dans la première remarque, qui est le mot présente. Présent. Ce mot est employé à propos de l'imagination et à propos d'elle seule. Lorsque j'imagine un triangle, je ne le conçois pas seulement comme une figure composée, mais outre cela, je considère ces 3 lignes comme présentes par la force et l'application intérieure de mon esprit. Donc la distinction entre imaginer et concevoir tient au type de rapport que j'entretiens avec l'objet. Mais ça tient aussi au type d'objet. C'est-à-dire que l'idée pure, l'idée qui se ramène à une définition, ne m'est pas présente comme un donné sensible. En d'autres termes, quand je me représente l'idée abstraite de kilyogone ou de pentagone, je sais bien que je n'ai pas affaire à un donné présent. Parce que ce que je me représente, c'est la loi de construction de toutes les figures possibles. Donc la définition du myriogone comprend la loi de construction de tous les myriagones possibles. Donc je sais bien que je n'ai pas affaire à un myriagone en particulier. Donc je vise ma représentation comme n'étant pas sensiblement présente. En revanche, l'imagination, c'est l'esprit qui s'applique à la considération d'une figure. Donc considération d'une figure, ça veut dire que j'ai affaire à une image, j'ai affaire à
quelque chose qui est sensible, peut-être de façon un petit peu mystérieuse de cette manière, enfin en tout cas problématique, mais j'ai affaire à quelque chose qui est sensible. Quand je me représente par l'imagination un triangle, il a une certaine taille, une certaine couleur, une certaine épaisseur. Et donc il est portion de l'étendue, il occupe un espace. Et en ce sens, par la force et l'application de mon esprit, je me le représente comme présent. Et c'est cette présence qui est caractéristique de l'imagination. Ce qui peut poser d'autres problèmes par ailleurs, parce qu'habituellement, on peut considérer justement que l'imagination est précisément la puissance que nous avons de nous transporter vers ce qui n'est pas présent, vers ce qui n'est pas donné. Mais ici, c'est pas ce qui est en cause, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que imaginer, c'est se rendre présent sous forme sensible, un exemple, une figure. Et cela a une vertu cognitive, puisque ce qui est dans l'espace, ce qui est portion de l'étendue, je l'appréhende concrètement en tant que présent, en tant qu'occupant l'espace, puisque c'est ce qu'il constitue. Mais cette vertu cognitive, elle est limitée, puisque justement, je ne peux pas me rendre présent, ce qui déborde ma capacité d'embrasser. Donc, ce qui occupe un espace tel que je ne peux pas en avoir une approche sensible synthétique, eh bien, je ne peux pas y être présent, et donc on touche ici à la limite de l'imagination. Donc, c'est ce qui me paraît assez essentiel ici, hein, l'imagination, et en même temps rend présent, et je me rends présent à une figure. C'est en même temps ce qui fait la force et la limite de l'imagination. Pour ce qui est de la deuxième remarque, je remarque outre cela, dit Descartes, que cette vertu d'imaginer qui est en moi, en tant qu'elle diffère de la puissance de concevoir, n'est en aucune sorte nécessaire à ma nature ou à mon essence, c'est-à-dire à l'essence de mon esprit. Car encore que je ne l'eusse point, il est sans doute que je demeurerais toujours le même que je suis maintenant. Donc là, peut-être deux choses à remarquer. La première, c'est que dans la mesure où l'imagination est ce par quoi je me rapporte aux données sensibles, ou à un objet en tant qu'il est sensible, je peux considérer que cela ne me constitue pas essentiellement en tant justement que je suis un être qui pense, en tant que justement je suis capable de me rapporter à des idées pures. En d'autres termes, dans l'expérience, dans le moment crucial du doute, je suppose que mes représentations sont fausses. Dans ce moment crucial du doute, je mets hors jeu ce qui n'a pas de certitude apodictique, ce qui n'a pas de certitude, de nécessité logique. Dès que la représentation a un caractère contingent, le contraire est aussi pensable, eh bien, je mets hors jeu. Eh bien, je mets hors jeu, par conséquent, que j'ai un corps, qu'il y a un monde, qu'il y a un espace, et j'arrive donc à une sorte d'épure qui est la conscience, comme aperception. Et cette épure, elle est effectivement distincte du sensible. Donc, si je m'en tiens à cette épure primordiale, je peux considérer que l'imagination n'entre pas dans mon essence, en tout cas au niveau où j'en suis de mon investigation. Si je m'en tiens à ce qui est absolument clair et distinct, ce qui a une nécessité apodictique, ce qui ne peut pas être mis hors de cause, c'est que je suis, en tant que je pense, je suis certain que je suis, mais ce qui peut être mis en question, c'est que j'ai un corps, qu'il y a un monde, etc. Donc par conséquent, je peux considérer que je serais... Enfin, si je mets hors jeu l'imagination, ça ne m'empêche pas d'avoir conscience de ce qui constitue le fond de mon être en tant que je pense. Mais la suite est tout à fait intéressante. Je conçois facilement que si quelque corps existe auquel mon esprit soit conjoint,
et uni de telle sorte qu'il se puisse appliquer à le considérer quand il lui plaît, il se peut faire que par ce moyen il imagine les choses corporelles, en sorte que cette façon de penser diffère seulement de la pure intellection, en ce que l'esprit, en concevant, se tourne en quelque façon vers soi-même, et considère quelqu'une des idées qu'il a en soi, mais en imaginant, il se tourne vers le corps et il considère quelque chose de conforme à l'idée qu'il a formée de soi-même ou qu'il a reçue par les sens. On a là, on pourrait dire, le verbe tourner, 2 fois employé, et avec la formule pronominale, se tourner. Mon esprit se tourne vers lui-même immédiatement. C'est, on pourrait dire, la conversion à soi, la réflexivité. Mon esprit se tourne vers lui-même immédiatement, et là, je me découvre comme sujet pensant. En tout cas, comme chose qui pense, pour être plus sobre. Mais si cela se confirme, c'est une hypothèse dans l'état actuel des travaux, mais si cela se confirme, imaginons, c'est le cas peut-être de ne pas le dire, mais que j'ai un corps auquel je sois joint. À ce moment-là, la réflexivité peut être médiate et non plus immédiate. Donc je me tourne vers moi, je me tourne vers ce corps auquel je suis joint. Et grâce à ce corps auquel je suis joint, je peux considérer des figures. Donc en d'autres termes, cela montre bien que l'imagination, elle est une forme de réflexivité, mais une réflexivité qui ne peut pas être immédiate, puisqu'elle suppose ma corporéité. D'où peut-être le petit paradoxe, c'est qu'en fait, il y a une réflexion de soi sur soi qui est médiate, qui porte sur le corps, mais en même temps, ce corps, il est encore, en quelque sorte, c'est ce que je disais, une forme d'objet, puisque c'est en lui et avec lui que je considère d'autres objets. Donc, une sorte d'immédiateté du côté de la réflexion pure, du côté de ce que je sais avec certitude être, et une médiation, un rapport média à soi du côté de l'imagination. Voilà la différence. Mais c'est toujours le même esprit qui revient sur soi immédiatement et qui revient sur soi médiatement. La parole est donc à Yassi. Donc, est-ce que l'imagination peut être influencée de notre éducation? Donc, notre éducation, ce que nous donnent nos parents et grands-parents. Oui, je pense que l'imagination étant justement liée à notre incarnation, notre engagement concret, elle est évidemment liée à notre situation dans une histoire, à la fois une histoire collective et une histoire individuelle. Donc ce qui a été vécu laisse des traces, des impressions qui génèrent des images et une certaine manière aussi de relier les images entre elles. Donc en ce sens, il y a en effet un rôle non négligeable de l'éducation et de l'histoire passée. Mais peut-être ce que nous enseigne Descartes, c'est qu'il ne faut pas avoir là une fatalité, même si ce poids du passé est très lourd et peut-être très prégnant, il n'y a pas de fatalité dans la mesure où on peut toujours espérer se rendre maître dans une certaine mesure, mais se rendre maître dans une certaine mesure de ce que l'on a reçu en faisant déjà un objet de considération et peut-être en cherchant aussi à se mettre dans d'autres situations. C'est-à-dire qu'en ce sens, on pourrait dire que l'inversion du passif en actif, c'est aussi une manière de se situer dans le temps et de considérer que l'avenir n'est pas nécessairement la répétition du passé. Je voudrais savoir quels pourraient être les effets d'une imagination qui échappe à notre contrôle. Enfin, les effets d'une imagination qui échappe à notre contrôle. Je reprends la formule de l'article 26 du traité des passions de l'âme. Notre pensée erre nonchalamment, sans attention qui vienne de soi-même. Donc notre pensée erre nonchalamment. Et donc cela veut dire qu'il y a là, on peut dire, une
multiplicité de possibles. Si notre pensée erre nonchalamment, bien, l'imagination qui n'est pas reprise par l'attention, cela peut être la rêverie ou une sorte de relâche justement de l'attention peut donner lieu à des délectations oniriques. Mais en même temps, ce que l'on peut noter, c'est que l'imagination, elle suscite toujours une forme de croyance et par conséquent, il peut y avoir là aussi possibilité d'une certaine confusion entre ce qui nous apparaît et ce qui est. Comme celui qui a la jaunisse voit tout en jaune ou le mélancolique voit tout en noir, nous dit Descartes, eh bien, nous sommes enclins à croire que les choses sont telles que nous les imaginons à partir du moment où il n'y a plus cette reprise critique par l'attention. Donc on peut avoir cette palette de possibilités entre la rêverie nonchalante et le délire obsessionnel avec toutes les conséquences possibles à la clé. Ma question est comment est-ce que je peux savoir si je suis manipulée par l'imagination ou c'est moi qui la contrôle? Donc je peux le savoir si je suis manipulé par l'imagination. En fait, en stricte rigueur, je ne suis pas vraiment manipulé par l'imagination, si on considère que ce n'est pas une force obscure, mais que c'est toujours moi qui soit éprouve, soit pense, soit éprouve passivement, soit revient réflexivement sur ce que j'éprouve. En d'autres termes, je le sais en agissant. Donc, comment est-ce que je peux savoir que je pense? Eh bien, en pensant. Comment est-ce que je peux savoir que je suis porté par des images? Eh bien, c'est parce que justement, je me laisse porter par des images. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre critère que ce qui se fait en se faisant, puisque à partir du moment où on considère que la conscience, elle est toujours un acte, eh bien, je connais cet acte en agissant, précisément. Est-ce qu'un écrivain est une personne avec une imagination riche ou avec un pouvoir de conception fantastique? Vous mettez l'accent sur quelque chose qui est peut-être au-delà de ce qu'on vient de dire, en ce sens que l'analyse qu'on vient de donner a peut-être elle-même une limite, en ceci qu'elle pense l'imagination à partir d'une problématique de liberté du sujet et laisse peut-être béante la question de la création, en quelque sorte. Simplement, ce qui me semble, c'est que la création littéraire ou artistique, elle suppose un entre-deux entre une imagination qui n'est pas reprise réflexivement et une imagination qui serait une attention de l'esprit à la considération du corps. Si on a une imagination qui est purement passive, au sens où la nonchalance de l'âme, elle est telle que je me laisse porter par des images qui, à peine apparues, sont disparues, et à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de création. Mais si d'un autre côté, l'imagination, elle est une application de l'esprit à la considération des corps, il manque cette labilité, cette liberté, cette fluence des images, de sorte qu'il n'y a plus de création. Donc on peut dire en ce sens que le génie créateur, il consiste paradoxalement à donner une forme à ce qui est évanescent. Et donc il y a nécessairement une reprise qui va donner une incarnation à ce qui est fluent et ce qui est labile. Donc c'est une attention, mais non pas une attention à la considération des corps au sens d'une figure qui serait une portion de l'étendue, mais une attention aux images que la nonchalance de l'âme peut générer. Merci à M. Lopi. Je vous signale qu'il a publié un petit ouvrage tout à fait remarquable sur l'imagination, leçon philosophique sur l'imagination, presse universitaire de France. Il est à votre disposition. Je le dis surtout à l'attention de mes élèves de terminale littéraire ici présents à Sèvres.